commencer cet atelier de recherche à partir du film, de cette œuvre. Peut-être on peut commencer par, au fond, par cette question de réfléchir à la mémoire. Comment ce titre est venu, Kader Attia? Sur la question de mise en abîme, en fait. C'est un processus. Sur la question, vous m'entendez ou je dois prendre un micro? Le micro. Allô, voilà. Pour répondre à ta question, c'est réfléchir à la mémoire est né peut-être de cette fascination qu'on a tous plus ou moins avec les mises en abîme, en fait. Donc, il y a différentes mises en abîme, mais celle la plus connue, on en parlait tout à l'heure, c'est lorsqu'on met deux miroirs en face l'un de l'autre et que vous avez une réflexion à l'infini, en fait. Le mètre cube d'infini. Le mètre cube de Pistoletto. Féti, est-ce que le titre Réfléchir à la mémoire, puisque c'est le premier visionnage du film, par rapport au projet tel qu'il a pris forme, qu'il a été discuté, et au tournage, et voilà, après réflexion, si je puis dire. Mais il ne nous a pas dit complètement ce qu'il voulait faire. Enfin, moi, je m'aperçois à quel point on a été amené, enfin moi en tout cas personnellement, à risquer, à dire des choses que je vais continuer à risquer d'ailleurs, parce que c'est... On est là pour ça, je suis vraiment là pour risquer. Et en fait, c'est ce que je lui disais immédiatement, c'est la première fois que je le vois, le film, que je suis époustouflé par le travail d'écriture qu'il a fait, parce qu'on dit montage, mais j'aime pas ce mot, parce que c'est à écrire avec la parole des autres quelque chose sur la question la plus, à mon sens, la plus difficile qui soit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire, qui n'existe pas, bien entendu, puisqu'il n'y a pas un lieu ou quelque chose qui s'appellerait la mémoire, et que, en tout cas du point de vue de la psychanalyse, la mémoire n'est pas inscrite quelque part dans un seul lieu, elle est à des strates et à des niveaux très différents, et donc la réflexivité, ou ce qui se réfléchit, est fondamental dans ce qu'on appelle la mémoire, parce qu'il n'y a pas de lieu de la mémoire. C'est pour ça que les miroirs font encore plus sens. Oui, c'est-à-dire que ce qui peut se saisir de la mémoire ne peut être que dans ce qui se réfléchit. C'est là où justement le titre, pour commencer, ce que disait Bernicet, il faut toujours commence par le titre, c'est-à-dire commence la maison par... Et en anglais, il est très beau, plus beau qu'en français, parce que si on avait mis réfléchir la mémoire, mais le reflecting, c'est-à-dire il y a un processus qui est plus apparent dans la langue et qui signifie qu'il n'y a pas, c'est pas substantivé. Voilà. En fait, c'est la substantivation de la mémoire qui est problématique. Or, le reflecting laisse filer au-delà. J'aimerais aussi qu'on vienne sur cette... c'est bien plus, c'est bien mieux qu'un dispositif du rapport au miroir. Parce qu'au fond, j'ai regardé quand même dans votre œuvre, la présence du miroir est là souvent. Il y a des miroirs brisés, des miroirs réparés, des coutures, des sutures. Et donc, comment vous avez apprivoisé cette question du miroir pour essayer de toucher ce rapport à ces membres fertomes, c'est-à-dire au fond, dans le rapport à l'invisible. C'est ça qui me paraît très... La question l'objet même du miroir, c'est à la fois un objet très simple mais en même temps très complexe, en fait. Et moi, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, si je puis me permettre, c'est l'apport d'une pensée philosophique, par exemple celle de René Girard, qui est un peu parfois plane, comme ça, dans le projet, sur ce qu'il appelait le désir mimétique. Et notamment, il y a ce chirurgien, à un moment donné, qui dit je fais un geste et je me souviens de la personne qui me l'a montré, qui ne me l'a pas enseigné, en fait. Il le dit autant avec sa parole qu'avec ses mains, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, cette question pour moi, le miroir me fascine aussi pour ce paradoxe, en fait, entre
à la fois un objet qui reflète, donc qui virtuellement un réel, donc qui crée une sorte de mimétique avec le réel, mais qui en même temps, et là Féti pourra mieux en parler que moi, à l'étape de la vie de tout individu en tout cas, un moment où on va justement se séparer. On va devenir une identité en fait, une entité en fait. On va prendre conscience de sa subjectivité, c'est le stade du miroir de Lacan. Et c'est vraiment pour moi un objet qui est un oxymore et donc qui tourne comme ça, qui va, qui vient, qui est insaisissable. Et bien sûr, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie d'écrire ce projet, mais cette insaisissabilité, si je peux me permettre, du miroir, conceptuellement parlant, j'entends, c'est à mon avis ce qui fait qu'il est au centre de différentes œuvres, en tout cas de mon œuvre. Voilà. Dans l'écriture visuelle, là, on pourrait parler d'idoleuse d'image mouvement. Il y a un moment du film où ça ralentit. Et tout à l'heure, en parlant, je dis, mais pour moi, ça me fait vraiment penser à des plans de Tarkovsky. Alors bon, il y a le fameux film Les Miroirs, mais il y a Andrei Roublev, il y a une dimension presque mystique et une dimension le rail, enfin presque stalker. Il y a une dimension très, presque mystique de rapport à l'invisible. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a Et le film là, soudain, c'est là où on dit que c'est bien mieux qu'un dispositif. C'est là où la dimension artistique éclaire quelque chose que la parole ne parvient pas finalement à dire. Et en parlant, j'ai dit, pas conscient de Tarkovsky, mais finalement Tarkovsky est quelqu'un qui compte pour moi. Il compte énormément, mais je n'ai pas du tout pensé à Tarkovsky en faisant ce film. J'habite à Berlin, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et j'habite à Berlin-Est en fait. Donc avec partout des vestiges comme ça de cette période, notamment le monument à Altman, voilà, qui ressemble à Lénine, mais qui n'est pas Altman. En tout cas, ce qui est très amusant dans cette remarque aussi, c'est que il y a aussi les rails, par exemple, sans vouloir penser à l'Holocauste, ces rails avec cette végétation en fait qui reprend droit pour moi sur la modernité en fait. En tout cas, le projet qui a été à un moment donné cette modernité technologique était bien plus importante qu'une référence à la Shoah. Or, le projet se construit évidemment autour, à un moment donné, de l'Holocauste, puisqu'il s'agit d'un des grands, enfin le plus grand peut-être génocide récent. Et il y a une chose qui est importante, puisqu'on parle de références cinématographiques. Je sais que, et parce qu'on est à Marseille, j'ai été beaucoup marqué par la lecture d'un philosophe libanais qui s'appelle Tarek El-Haris, et qui, dans un livre qui s'appelle Le jugement des modernités arabes, décrit l'arrivée du grand penseur Al-Tahtawi à Marseille en 1814, en fait. Il est arrivé par là, oui. Voilà. Et bon, les femmes et l'enfer des chevaux. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans ce passage de Tarek, c'est qu'il dit qu'après 18 jours de quarantaine, Al-Tahtawi est autorisé à débarquer. C'était l'usage à l'époque, la quarantaine. Et la première chose qu'il fait lui en tout cas, il entre dans un café à Marseille. Et Al-Tahtawi, comme beaucoup de penseurs musulmans de l'époque, pratique un genre littéraire pour décrire son voyage qu'on appelle Rihla, qui est un genre en vers en fait. C'est en fait un poème. Il écrit en vers. Et il entre dans ce café et il voit son reflet dans un miroir. Et puis, il s'avance et il dit en arabe qu'il est en face d'une kasbah en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de miroirs dans le café que les clients du café sont reflétés à l'infini. Donc ça démultiplie la population. Et lui, passant devant ces gens, devant son miroir, voit son image se refléter et disparaître, puisque au fur et à mesure qu'il avance, elle disparaît, puis elle réapparaît dans un autre miroir, et puis elle disparaît et ça réapparaît. Et c'est très intéressant la manière dont El-Haris analyse ce moment, et surtout ce poème, puisqu'on a vraiment là peut-être le premier moment très fort de la confrontation avec la modernité. Il est envoyé par le sultan Mohamed Ali pour étudier, en fait, pour observer les Français. Et accompagner des jeunes savants qui vont se former à... Voilà. Et il est, en fait,
pas choqué, mais interlopé par le fait qu'on puisse réunir dans un même endroit autant de miroirs, puisque en Égypte, on ne mettrait qu'un seul miroir. Je ne connaissais pas ce texte, mais si mes souvenirs sont bons, en fait, le titre, en tout cas la traduction en français de son voyage à Paris, c'est Le miroir de Paris. Voilà, je savais pas. Oui. Et sur les fleurs aussi, les fleurs de Paris, c'était la... Je voulais dire quelque chose sur... Moi, je me suis aperçu... Je pense que je n'aurais pas parlé de cette façon-là devant quelqu'un d'autre que Kader, parce que... tu sais, Kader, ce que... je pense que parce que tu avais travaillé déjà sur les fantômes que j'ai parlé de cette façon-là. Quelqu'un d'autre qui aurait été devant moi pour me dire ce que je pense des fantômes... Je crois que j'aurais pas pu dire ce que j'ai dit là, mais parce que j'avais devant moi quelqu'un qui... C'est dommage, parce que les fantômes qui sont vivent dans les rues avec les noms des fantômes, c'est une image tellement forte qui soudain rend présent cette histoire de façon indubitable. C'est majeur. C'est tellement évident. Mais des choses que... parfois, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui est le plus évident. Mais quand moi je circule dans les rues et je lis tout le temps les noms des rues, je vois les... Bon, mais sur les miroirs, il y a quelque chose de très important sur le miroir que tu as abordé, c'est que les miroirs sont à la fois, nous donnent le sentiment d'une saisie de nous-mêmes. On se regarde et on se dit, tiens, c'est... Voilà. Mais en même temps, c'est un dessaisissement. C'est un très grand dessaisissement, puisque, en fait, quand nous nous voyons dans le miroir nous sépare de nous-mêmes, parce que c'est une expropriation. Donc c'est à la fois une appropriation et dans le même moment une expropriation. Et donc c'est pour ça que le miroir a été la plus grande métaphore, je crois, du divin, en tout cas dans l'islam, c'est vraiment très important. Parce que, par exemple, le nom de Dieu s'écrit en miroir. C'est Huwa et Ya en face. Huwa en miroir, c'est lui. Et donc c'est episteletto. Et à l'infini. Oui, donc c'est lui face à lui. Donc c'est un espace. Donc Episteletto a ramené dans l'art d'aujourd'hui quelque chose de la représentation, de l'irreprésentable, puisque en fait c'est ce à quoi il... Et nous avons quand même le grand mythe occidental de Narcisse, qui justement, voulant rejoindre son image, séparée par le miroir, il meurt. Et donc c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pas étonnant donc que Tartaoui, en arrivant et voyant à Marseille, il a été affolé, quoi. En fait, il a été saisi par l'étrangeté. Et je crois que son voyage avait commencé là. Il a été diffracté, en fait. C'est ça, voilà. Et c'est une diffraction. C'est ça. Il y a, enfin, là, je cite El Haris qui fait cette analyse. Il n'est pas psychanalyste, il est philosophe, mais il invoque Lacan pour expliquer qu'il y a là un moment où ce personnage qui est envoyé pour étudier la modernité, en fait, a sa première confrontation avec la modernité qui s'opère comme une dépossession de son moi, en fait. Oui. C'est comme une traversée du miroir, d'une certaine façon. Voilà. C'est comme une épreuve, je veux dire, le passage de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. C'est cette épreuve de feu qui est la modernité et qui est la séparation voilà. Que le miroir... voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, là je m'éloigne un peu du sujet propre du miroir, mais à travers mon travail et depuis plusieurs années le travail des autres artistes aussi, c'est la question de la réparation, en fait. Oui, parce que je pense que la manière dont j'ai essayé de montrer aussi le miroir, c'est qu'il montre comment la réparation est aussi irréparable. C'est-à-dire qu'on a cette illusion, pendant tout le film, du membre complété, et on découvre bien que c'est une illusion. Et je peux vous dire, d'ailleurs, pendant le tournage, il y a eu des moments assez émouvants, notamment dans l'église, avec le danseur algérien, qui est chrétien algérien, et qui m'a dit, parce qu'en fait, le plan devait être du balcon de l'église, et donc il était isolé dans la salle, l'église était vide, et il m'a dit en fait qu'il a, à un moment donné, bon, évidemment on garde toujours
une prise, mais on passe des heures à refaire la prise. Et il y a eu un moment où il a pleuré, en fait. Et il a pleuré parce que il a dit, en fait, il était vraiment, depuis des années, il a eu son problème durant l'enfance, fasciné de voir dans les salles d'attente, chez le dentiste, chez le docteur, les gens faire ça, en fait. Les gens qui pouvaient faire ça. Et pour la première fois, par rapport à cette semaine de tournage, il s'est retrouvé avec la possibilité de le faire, isolé dans cette église, comme ça. Il a appelé sa mère juste après la scène. C'était très émouvant, en fait. Comment des petites choses comme ça, comme l'objet miroir. Et Gunther aussi, le biker qui a perdu sa jambe avec son blouson avec l'aigle. Lui, pareil, un type très silencieux aussi. Il m'a appris à la fin du tournage à part en me disant, voilà, je voudrais te remercier. Je dis pourquoi? Il me dit, parce que ça a été une expérience incroyable pour moi, même si je sais que c'est pas vrai. Quand vous étiez loin à me filmer et que je devais rester droit, je regardais entre les prises ma jambe et je me voyais avec deux jambes, en fait. Voilà, c'est pour ça que la réparation... Mais moi, je voudrais me saisir de cette question que tu as amenée sur la réparation impossible, en fait. Même là, quand il y a la tentative de réparation, c'est peut-être même là que la réparation apparaît le plus impossible. En fait, parce que je crois que on a tendance à penser que le fantôme, c'est ce qui vient lorsque nous avons subi un accident qui nous a séparés de quelque chose, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Accident de l'histoire. Mais en fait, je pense que le fantomatique est au fondement de la réalité humaine, individuelle et collective. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'accident dans l'histoire, il est fondamental, il fonde même l'humanité de l'homme. Le fantomatique fonde l'humanité de l'homme. Et parce que si nous reprenons les choses presque à la racine de notre venue au monde, et nous le voyons bien chez vraiment le nouveau-né, l'enfant que nous traduisons par la suite par l'idée de la perte d'une plénitude. Parce que quand tout être humain arrive au monde, il va arriver et rencontrer et vivre de la détresse. Et cette détresse nous fait, la détresse qui fait notre dépendance de l'autre secourable, qui va nous secourir, eh bien, chaque être humain la pense comme la perte de quelque chose, d'une plénitude. La venue au monde est une perte d'une plénitude supposée avoir été. Là, existe déjà, commence à arriver le fantôme. Le fantôme de ce qui nous avait complété, de ce qui nous avait évité une souffrance qui est là maintenant. Et je pense que ça, c'est le fantôme. Et en plus, après, elle se présente d'une autre manière assez étonnante. C'est que le secourable, l'être secourable qui est là, qui va nous aider à supporter lorsque nous crions, lorsque nous pleurons, lorsque l'enfant pleure, il n'est pas tout le temps là. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'est pas tout le temps là, parce que ce que nous voyons, c'est que en fait, l'enfant va se mettre à inventer l'autre intérieurement, convoquer son image. C'est pour ça qu'on voit des enfants tout petits en train de téter un sein qui n'existe pas. Ils tètent comme ça. En fait, ils ont un sein ils ont imaginé un sein, ils ont une image d'un sein qu'ils tètent. C'est fantomatique. En fait, et en même temps, ça donne une puissance très grande, puisqu'il est capable de convoquer sa mère par une... C'est ça la puissance de l'image aussi, elle est là. C'est que l'image est fondamentalement le fantôme. Fondamentalement. L'image ne peut être que fantomatique. Et, je veux dire... l'image ne peut venir que là où la chose n'est plus. Et là, le film, comme avec l'air de ne pas y toucher, commence par les questions médicales, etc. Puis petit à petit, il y a ces personnages, et puis on voit ces miroirs, on ne sait pas bien. Et
Et je pense qu'il y a quelque chose qui est énorme qui s'ouvre, qui était aussi le cœur de la réflexion qu'on a dans cet atelier de recherche sur les styles de Virginie Tardet, c'est effectivement le membre fantôme, c'est-à-dire la dimension individuelle et la dimension collective. La dimension collective, c'est-à-dire des fantômes, des mémoires, notamment des mémoires coloniales, puisque on s'intéresse beaucoup à cette question, mais même si le film parle très justement de l'esclavage, du génocide arménien, etc., mais bon, pour en rester sur ce terrain-là qui est majeur, en tout cas pour nous ici, on voit bien, et ça je pense c'est une question qu'il faudrait creuser. Tu prends bien des précautions dans la première intervention de dire il y a la dimension individuelle, personnelle, et on essaie de dire que la psychanalyse traitait de la dimension de l'un, et puis en même temps on voit bien qu'il y a un élargissement à la dimension collective. Et ce que le film induit par déplacement, c'est que, il y a cette douleur-là, elle continue à circuler, elle continue à nous hanter, et notamment en France, c'est une dimension absolument centrale, compte tenu du déni, pas la représentation, mais l'absence, disons, de reconnaissance, qui continue à nous travailler de façon assez profonde. Peut-être que je vais passer la parole à Marielle. Non, je pense que vous aviez envie. Tu as envie de dire un mot, hein. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est bien parce que fondamentalement, notre fondement, à la fois comme individuel et collectif, est dans le fantomatique, que lorsque surviennent des accidents qui nous enlèvent quelque chose, qui nous enlèvent un membre, qui nous enlèvent un être aimé, subitement, ce qui a été une condition simplement ontologique et qu'on essaie de dépasser prend une ampleur extraordinaire, et tout à coup, cette perte fondamentale qui est à notre fondement de tous devient absolument criante et insupportable. Et donc c'est parce que l'accidentel vient réveiller la douleur originelle de chacun, qu'elle est épouvantable, qu'elle est terrible. Et que, en fait, nous passons beaucoup de temps de notre vie, lorsqu'il nous arrive que des choses bonnes, on récupère par l'amour, par exemple, la supposée plénitude, qui ne dure pas souvent très longtemps, mais elle est là. Eh bien, lorsque surviennent ces pertes-là, et à ce moment-là, nous sommes confrontés à ce que cette plénitude toujours déjà perdue. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et c'est pour ça que l'idée d'un deuil est parfois une absurdité. En réalité, il n'y a pas de deuil, fondamentalement. Il y a des petits dépassements comme ça, des choses, mais cette expression horrible, par exemple, de travail du deuil, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, voilà. Oui, moi je veux bien. Enfin, pardon, c'est pas exactement des questions, c'est des dissertations comme d'habitude. Ouais, trois points sur le geste, sur la réparation et puis sur la vie des morts. Sur le geste, alors le chirurgien avec sa petite calotte bleue et qui à un moment se tient d'une façon très étonnante là, avec sa jambe sur le à ces paroles merveilleuses sur le fait que, se voyant faire un geste, il revoit celui qui le lui a appris, et parfois même pas du tout explicitement, mais simplement parce qu'il l'a vu faire. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose de très important qui était dit, qui était que sans doute le membre, il est à moi, il m'est propre, mais le geste, c'est-à-dire le membre capable, le membre gestualisable, celui qui va faire quelque chose, et c'est l'anonyme en moi, enfin, c'est les autres en moi, c'est le passé en moi, c'est la capacité humaine en moi, et c'est très fort ce qu'il dit là, c'est-à-dire c'est voilà donc voilà, juste ça sur le geste. Et puis moi il y a quand même quelque chose que je trouve très très douloureux dans le film, c'est que en tout cas pour une culture chrétienne, ce qu'on voit avec la perte de l'illusion, c'est que pour prier, faut deux mains. Et là, on n'y peut rien. Et il y a quelque chose de très douloureux, je trouve, dans cette perception. Disons, voilà, la prière, l'adresse à Dieu, elle est perdue. Donc c'était pour le geste. Puis l'autre chose sur la réparation, c'est formidable ce que vous avez dit sur l'image comme fantôme initial, parce qu'en effet, il y a quelque chose de très beau dans la comparaison entre les deux moments d'image mettant en scène la réparation physique.
toujours imparfaite, enfin même au début imparfaite. On voit, moi j'ai cru au début que c'était une image calquée sur, avant de comprendre que c'était le miroir, etc. Et il me semble que ce qu'on perçoit à la fin, quand on passe derrière le miroir et qu'on voit l'échafaudage de bois qui rend possible cette image-là, c'est qu'on a l'impression que le corps, il est co-construit par de la chair, par l'image, et puis par ces sortes de bricolages de bois. Enfin, on a le sentiment de quelque chose de plus qu'un corps pour que le corps se refasse. Et ça m'a fait penser... Alors, bon, je suis en train de lire, vous le connaissez sans doute, le livre d'Anna Tsing qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde ». Donc c'est une anthropologue qui parle de la façon dont certains champignons poussent spécifiquement sur des sols appauvris par une dégradation écologique, etc. Et c'est une forme de réflexion très intéressante sur la pas même réparation, c'est-à-dire les choses ne sont ni à sauver ni à réparer, mais, suggère-t-elle, il s'agit son mot, c'est relancer l'imagination. Il ne s'agit ni de sauver ni de réparer, il s'agit de relancer l'imagination. Et la fin, elle est merveilleuse quand il dit, quand ce chirurgien raconte l'histoire de ce jeune homme qui décrit ce moment où il a été réparé, si l'on veut, comme l'endroit où pour lui tout a commencé. J'ai trouvé un écho à ça. Pas exactement réparé, mais une relance qui suppose une extension considérable de l'imagination. Voilà, parce que comment devenir un chirurgien spécialiste en plus en neurologie en ayant quasi un bras en moins. Donc il y a quelque chose d'une puissance imaginative qui est essentielle dans cette affaire de, plus encore que réparer, relancer l'imagination. Et je les trouve magnifiques, là, ces corps hybrides qui supposent qu'on accepte plus que l'imperfection, enfin la béance, quelque chose de dégoûtant éventuellement, enfin tout ça. Voilà, c'est co-construit. Et puis la dernière chose qui m'est venue à l'esprit, c'est à propos de la vie des morts. Alors moi, je fais un séminaire à la Vieille Charité là qui porte sur le mot nous en poésie et en politique. Et la dernière séance, elle sera à propos de l'adresse aux morts, et notamment à partir d'un poème sublime de Michaud qui s'appelle « Nous deux encore », et puis aussi d'une série de Jacques Roubaud, « Quelque chose noir ». Et donc ça m'a fait réfléchir sur ce que c'est que s'adresser aux morts. C'est Cyrulnik qu'on voit dans le film qui à un moment dit on aime encore quelqu'un qui n'est pas dans le réel, on aime encore quelqu'un qui n'est pas dans le réel. Et il y a quelque chose dans ces pratiques à l'égard des morts. Alors comme vous, deuil, travail de deuil, tout ça, j'ai l'impression que ça ne dit rien de tout ça. Disons nos façons de faire avec les morts, le fait qu'on puisse parler à eux, leur parler, enfin qu'on puisse s'adresser à eux, sachant, sans leur prêter vie, sans se dire ils sont quelque part dans un royaume des morts où ils ont une existence, je ne sais pas, spectrale ou quoi. On lance la parole vers quelque chose qui n'existe pas, mais vers qui on lance quand même la parole. On pense à quelqu'un qui n'est rien, on le plaint de n'être rien. Et donc voilà, il y a une grande profondeur, je pense, d'une réflexion qu'on peut avoir sur même pas la vie des morts, mais c'est pire en fait, c'est leur capacité d'action. C'est-à-dire ils n'existent pas, mais ils sont capables d'agir sur nous et surtout de nous faire des choses. Alors ils nous font souffrir, ils nous font parler, ils nous font rêver, ils nous font prier. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui circule comme ça dans le film, de cette idée que ce qui n'est plus a une grande... C'est pas seulement qu'ils pèsent sur nous, c'est qu'ils nous font faire. Voilà, ils n'existent pas, mais c'est pire. Enfin, c'est pire ou c'est mieux. Ils nous font faire des choses. Et il y a la douleur des vivants, mais il y a aussi la douleur des morts. Il y a ce vers de Baudelaire, sublime. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et je trouve que ça gonfle là dans le film.
ce sentiment. Ils nous font mal, ils ont mal aussi. Et je trouve que ça renoue avec des formes, disons, de prière laïque, un peu, ce film qui sont magnifiques. Mais le terme de réparation, je me demandais si tu t'en éloignais un peu aussi, peut-être, ou pas. Non, en fait, dans le film, si on suit bien le film, à la fin, il y a deux directions, en fait. Il y a le discours, justement, de Cyrulnik qui dit qu'on peut réparer finalement le deuil avec la culture et l'affection. Et il y a le discours de cet Américain, Joe Copeland, qui dit une réparation irréparable, en fait. Et pour moi, c'est très important, parce que je pense qu'on a... Intraduisible un peu, c'est-à-dire réparer, voilà. ne pas en avoir, ne jamais en finir de réparer. D'abord, mais peut-être les arts plastiques vous apportent, notamment dans le contact à la matière, parfois des, je dirais, rapports avec le ressenti, avec l'imaginaire, beaucoup moins théorique, beaucoup plus pragmatique. Et je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, la réparation a toujours été clairement la blessure, en fait. C'est impensable, si vous fermez les yeux, de concevoir réparation sans qu'il y ait une blessure quelque part. C'est un oxymore, en fait, ça tourne en boucle. Et cette question de Joe Copeland, justement, à la fin, qui fait lui plus une référence à la mélancolie, en fait, freudienne, en fait, je pense, elle m'intéresse parce que, à travers notamment le colonialisme, dont je suis issu, j'ai grandi dans une mélancolia traumatique, un colonial mélancolia, on pourrait dire. On nous a fait ça, et maintenant on est ici. Donc, toujours d'ailleurs transité par un facteur psychologique, psychanalytique en fait, qui est l'humiliation. Et qui continue aujourd'hui. Et qui est cette blessure en fait. Presque la perpétuation de cette blessure. Voilà, exactement. Et l'humiliation est cette blessure qui transite de génération en génération, des deux côtés d'ailleurs, parce que la réparation est peut-être irréparable en fait, en l'occurrence là. Et c'est pour ça, enfin voilà ce que je voulais dire. Et peut-être pour revenir sur ce que soulignait Marielle sur les morts et leur capacité d'action, parce qu'effectivement c'est là où on fait le lien entre la dimension personnelle du mort fantôme et la dimension collective, et cette immense question des mémoires coloniales, et comment justement une œuvre le rend saisissable, et insaisissable en même temps. J'ai pensé, puisque je sais que vous travaillez sur le Bauhaus, à cette phrase merveilleuse de Paul Klee: l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Et il m'a semblé qu'en regardant le film, il y avait quelque chose comme ça, une façon d'être dans cet élan-là, de cet élan de l'imagination, de relancer l'imagination, de rendre visible un invisible qui est pourtant extrêmement puissant. Puissant au sens où les mémoires coloniales travaillent du ressentiment très profond et finalement assez violent dans la société française. Et j'aimerais que l'un et l'autre, peut-être qu'on se passe un moment, parce que c'est un des angles sur lequel le film, l'œuvre tourne, et qui est au fond au cœur de la réflexion venant de cette mémoire de l'humiliation algérienne, et cette réflexion sur le surmusulman et sur cette revanche, cette violence qu'on a vu se manifester dans les sociétés françaises en particulier, mais dans les sociétés européennes et évidemment dans toute une partie du monde. Je pense qu'il y a là quelque chose, un nœud de mémoire, des nœuds de mémoire, et la façon dont on peut réfléchir ensemble, comment justement l'art permet finalement de sortir, me semble-t-il, du ressentiment et d'ouvrir quelque chose d'autre. Je trouve très puissant en termes de connaissance et d'ouverture et de pensée ce que le film révèle, rend visible, pour reprendre la formule de Paul Klee. Oui, alors, l'axe que j'avais entrepris, qui part en fait d'un phénomène médical, et qui aurait pu s'arrêter là. Ensuite, il y a cette rencontre magnifique avec Féti, et que je vais, en fait, en visitant des historiens de l'Holocauste... Non, je le savais. C'est la question que je vais poser, en fait. Mais je le savais grâce, en fait, à peut-être, je dois dire, que quand on habite dans une ville comme Berlin, en fait, et qu'on s'intéresse un peu à l'histoire,
on est entouré de fantômes, vraiment. Donc je pense que cette ville m'a beaucoup... Mais, donc, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que il y a peut-être effectivement, comme dit Paul Klee, la nécessité de rendre visible l'invisible, mais je crois que l'art aussi rend visible ensemble. Et c'est pour ça que je voulais rencontrer Féti et d'autres personnes qui réfléchissent à travers d'autres champs disciplinaires. Une question qui finalement, dans le cas de Féti, je lui pose la question sur le membre fantôme, encore une fois, qui est un phénomène de chirurgien. Et le chirurgien, lui, pour m'expliquer le membre fantôme, a fait appel au dub. Et là, je réunis en fait tous ces disciplines différentes ensemble. Et c'est là où justement il y a cette transition qui me paraissait importante, c'était de partir d'un phénomène finalement mécanique, puisque bon, ça reste assez difficile à expliquer, hein, le membre fantôme. Mais enfin, les neurologues, comme cet Américain, expliquent clairement que quand on a coupé un bras, bon, les nerfs en fait cherchent à pousser, donc ils sont toujours actifs. Et en fait, ils poussent comme ça en fait à la fin, donc les informations deviennent brouillées. Et par contre, l'endroit du cerveau correspondant à ce bras, elle est toujours active et appelle en disant il y a quelqu'un, et elle reçoit une information erronée, brouillée, donc douloureuse en fait. Là où cela m'a paru important, c'est est-ce qu'on pouvait, la ville de Berlin m'a un peu poussé à la question, mais est-ce qu'on pouvait faire la comparaison? Donc j'ai demandé à Féti, mais j'ai donc aussi demandé à d'autres historiens, à d'autres psychanalystes, Grazina Douaté de Vilnius, à chaque fois dans des contextes où les cultures et l'histoire de chaque personne que j'interviewais se référaient quand même à des grands traumatismes de l'humanité. Le colonialisme, l'esclavage, l'Holocauste, etc. J'aurais pu parler évidemment le stalinisme, j'aurais pu parler des Indiens aussi d'Amérique, mais je voulais rester quand même concentré. Donc les Staliniens et les Lituaniens, c'est tristement intéressant, c'est qu'ils ont été massacrés et par les Staliniens et par les nazis. Je veux dire, Vilnius. Et en fait, c'est ça, en fait. L'histoire, c'est que moi, ce qui m'a intéressé, c'était à un moment donné de créer du nous ensemble autour d'une question qui finalement allait chercher chez chacun de nous individuellement à travers nos psychés un écho avec les traumatismes évoqués. C'est pour ça qu'il y a ce Palestinien à un moment donné qui parle de son histoire, etc. Et je pense, pour terminer, que l'œuvre d'art, en tout cas c'est comme ça que je le vis, à travers notamment les expositions, a cette capacité à réunir, pas à mettre d'accord, hein, mais à réunir un champ très large de personnalités et d'histoires autour dans un espace. Déjà, on se rend physiquement dans une exposition pour la visiter, et autour de questions en fait finalement très intimes en fait, parce qu'on peut tous aller voir le tableau de Van Eyck, les époux à Arnolfini, on va tous l'aimer, mais jamais pour les mêmes raisons en fait. Féti, parce que finalement, il y avait quand même, dans la prise de parole de ce film, un assez grand risque, enfin une liberté. Et moi, j'ai trouvé vraiment très lumineuse et très forte, quoi. Et donc, voilà, peut-être prolonger ce qui a commencé à être dit, et qui est une réflexion au long cours sur la mémoire, notamment la mémoire coloniale, le surmusulman, la violence, l'identité, qui sont les grandes questions qui nous mettent en mouvement aujourd'hui et qui nous mettent non seulement en mouvement, mais en danger. En fait, il y a deux régimes du fantôme. Il y a un régime du fantôme, celui qui va hanter à la suite d'une blessure, d'une amputation, et qui signifie qu'il n'y a pas de deuil de ce qui nous a été infligé, pas de deuil. Je ne crois pas au deuil. Pourtant, vous voyez un psychanalyste qui dit, mais parce que je pense qu'on était trop vite sur... il y a quelque chose qui se calme à un moment, mais ça ne... Et donc, il y a ce fantôme qui vient rappeler que quelque chose nous a été enlevé. On peut venir après au phénomène de colonialisme, génocide, etc. Mais il y a un autre régime du fantôme qui est un régime structurant du fantôme, c'est-à-dire du bon fantôme, si vous voulez. Pour en donner une représentation, il y a Maurice Hollander a publié un livre qui s'appelle « Le fantôme dans la bibliothèque ». Maurice Hollander, avec sa famille, ont échappé de justesse au génocide. Et Maurice Hollander est resté hanté par le génocide
c'est un livre magnifique que je conseille de lire, Le fantôme dans la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est le fantôme dans la bibliothèque? C'est le fait, lorsqu'on prend, et ça peut nous arriver dans notre propre bibliothèque, on prend un livre, si on ne met pas quelque chose qui signifie que ce livre a été pris, c'est ça le fantôme, eh bien on oublie l'existence du livre et on ne sait plus qu'il existe, qu'il a été pris, qu'il y avait sa place. Et donc, le fantôme signifie l'absence de la chose qu'on a déplacée, etc. Et donc, si nous n'avons pas des fantômes comme ça, eh bien, ce serait la disparition de ce qui échappe à nos yeux ou momentanément. Et donc, ce serait la confusion la plus totale. Enfin, une partie de notre vie disparaîtrait subitement. Et donc, le fantôme a un rôle structurant qui permet de dire, là, il y avait quelque chose que vous pouvez remettre à sa place ou pas, mais il y avait. Bon, donc ce sont les deux régimes. Et ce régime du fantôme structurant ou fondamental pour notre vie, eh bien justement, il pourrait lui arriver de disparaître lorsqu'il y a une amputation du fantôme. C'est ça qui est le plus terrible. C'est-à-dire que si vous enlevez ce fantôme que vous avez mis, si quelqu'un passe derrière, supposons que vous êtes dans une bibliothèque, vous avez pris un livre, Jacques Rancière, et vous avez mis quelque chose pour signifier que le livre a été pris pour être... Si quelqu'un vient l'enlever, eh bien celui qui va venir après ne pourra plus savoir qu'il y a eu un livre, et il va chercher ce livre, il ne le trouve pas, et donc il y a une amputation du fantôme. Alors, et c'est ça, en fait, ce qui se passe dans... Moi, je crois que dans les génocides, dans les phénomènes de violence collective, il se passe deux choses. À la fois, on détruit des gens, bien sûr, on blesse des gens, mais aussi, on les blesse pour leur enlever quelque chose qui a été pour eux structurant, c'est-à-dire fantomatique, au sens que je viens de le dire. Parce que quand on extermine des juifs, on les extermine pas n'importe qui. On extermine quelque chose parce qu'on veut enlever on veut faire disparaître la judaïté, le judaïsme, etc. C'est pareil pour le génocide arménien. Et c'est pareil pour le génocide arménien. C'est pareil quand il s'agit d'on a voulu transformer les Algériens en quelque chose d'autre que ce qu'ils étaient. Mais donc vous voyez, l'amputation, l'identité est ce qui est fantomatique, parce que c'est ça, toute identité est fantomatique. Et donc, quand on veut enlever à quelqu'un ce qu'il est, ben, on enlève son fantôme. Il y a une amputation de fantôme. Mais le problème qui se produit dans le cas de l'Algérie, mais dans le cas de tous les exactions qui sont commises contre les groupes humains ou les individus, c'est que lorsque le phénomène se passe et que s'écoule beaucoup de temps, on voit que ceux qui sont venus par la suite deviennent héritiers du trauma. Et ils en souffrent. Donc en fait, ils souffrent de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Et ils demandent à ceux qui ne l'ont pas fait de les réparer. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, mais absolument affreuse. Ceux qui n'ont pas subi la blessure demandent à ceux qui ne l'ont pas infligée la réparation ou la reconnaissance. Et c'est là qu'il y a tout l'embryio, je vais dire, inextricable, et qui devient terrifiant, et qui peut conduire certains êtres humains à la blessure narcissique et à tout ça. Et que donc, là, il faut inventer des médiations extraordinaires pour que celui qui pense être héritier d'une blessure, il l'a reçue par héritage, mais ce n'est pas sa blessure, mais c'est la blessure de ceux qui l'ont devancé, que lui, il a repris ça. Et dire à ceux qui ne l'ont pas fait, mais sont accusés quand même, on leur demande de rien, qu'ils pourraient reconnaître quelque chose, mais ce n'est pas eux. Et ce montage est d'une complexité très très grande, et plus le temps s'écoule, et plus évidemment il devient difficile. Alors, peut-être pour
Pour essayer d'avancer, ou je ne sais pas si on peut en sortir, mais en réfléchissant sur c'est toujours réfléchir, je suis désolé, mais ça revient à ce moment, à ce film, retomber sur Jacques Rancière, puisque on va beaucoup parler justement du rapport politique de l'art et pas son côté lisse et comme produit marchand. Et au fond de cette idée du partage du sensible, sur lequel on était venu aussi avec Niloufer Gueulet, je voudrais donner juste deux très brefs extraits de ce livre que je trouve extrêmement fort, où il dit ceci: « J'appelle partage du sensible ce système d'évidence sensible qui donne à voir en même temps l'existence d'un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. » Et il précise encore: « Dans la notion de fabrique du sensible, on peut d'abord entendre la constitution d'un monde sensible commun, d'un habitat commun, par le tressage d'une pluralité d'activités humaines. » Et il me semble Kader Attia, que ce film en est une expression. Il y a vraiment l'idée d'essayer, malgré tout, de tresser quelque chose et de fabriquer du commun, qui est peut-être un des chemins pour sortir des pièges, des replis et des passions identitaires. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est en chemin et en sentier à travers non seulement réfléchir la mémoire, mais je pense un certain nombre d'autres œuvres de votre parcours qui est là et qui renvoie au fond à des possibilités de sortir de ces fantômes qui nous hantent. Fabriquer du commun et du ensemble, en fait. C'est ça la colonie, non? Pour revenir, il y a la colonie, bien sûr. Dire quelques mots de ce lieu qui a été créé. Oui, absolument. Mais moi, je l'avais beaucoup aimé aussi, le partage du sensible de Rancière, et notamment lorsqu'il faisait un va-et-vient entre notre époque actuelle dans l'art contemporain, en parlant de l'esthétique relationnelle, et d'une esthétique relationnelle qui a déjà existé avec Molière, où Molière transpose la société sur la scène. Ben voilà, ça c'est du commun avec l'école des femmes. Et l'idée, c'est vraiment du commun ensemble. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce que je crois qu'une des plus grandes frustrations qu'on vit aujourd'hui, et effectivement, à travers ce film, aussi bien en ayant invité des intervenants, et puis surtout, comme je disais tout à l'heure à Féti, on n'imagine pas à quel point, en fait, filmer la pensée est une chose difficile, parce que toi, tu as ton projet, ton écrit, et ensuite, tu orientes, en fait, à partir de questions, et en fait, autour d'une conversation, et non seulement tu respectes leur pensée, bien évidemment, à tous, mais aussi, tu essaies de construire une extra-pensée avec leur pensée. Donc, c'est vraiment produire du commun ensemble, ou, d'un point de vue, si je puis me permettre, sculptural, donc plus visuel, une œuvre que je montre en ce moment au MACVAL, à laquelle je pense depuis une vingtaine d'années. On se promène dans l'exposition, qui est une sorte de labyrinthe, donc il y a d'autres œuvres, etc. Mais on sent une odeur particulière qui nous hante, en fait, et qui nous réunit tous, puisque tous les spectateurs la sentent, cette odeur. Et c'est à la fin de l'expo qu'on découvre une énorme bétonnière, en fait, qui brasse des 80 kilos de clous de girofle. Donc la bétonnière en référence à mon père, constructeur, les clous de girofle en référence à ma mère, vraiment, qui jusqu'à aujourd'hui est une reine des épices, et aussi des épices qui nous relient à notre histoire aussi. Donc, et l'histoire de cette œuvre, par exemple, évidemment, c'est pas de raconter sa vie, c'est de raconter une chose que tu connais, mais que tu espères en tout cas partager à travers, là aussi, presque de manière un peu proustienne, les souvenirs que les autres... Sensible. Partage sensible, voilà. Et d'un point de vue, pour finir, théorique, ou plutôt politique, être ensemble, comme tu dis, Féti, dans le film, nous avons créé à Paris, avec un groupe d'amis, un espace qui s'appelle La Colonie, et qui, avec un trait, donc La Colonie Barrée, qui est un lieu justement où finalement quand on a vu ce film et d'autres sur lesquels j'ai travaillé avec des personnes que j'invite à penser ensemble, comme récemment un film sur le corps postcolonial au sujet de l'affaire Théo Luaka, hein, ce jeune Congolais qui a été battu et violé par la police en banlieue parisienne. L'idée est d'essayer de recréer aujourd'hui, dans notre société actuelle, peut-être
la continuité d'un désir de partage du sensible, mais cette fois plus dans la représentation, mais dans l'action en fait. C'est-à-dire on est vraiment ensemble, on ouvre des débats sur des questions qu'on considère qu'elles n'ont pas été justement abordées par la société française et pourtant maintiennent des blessures très très fortes, très grandes, ou comme une soirée que nous avons organisée sur les massacres du 17 octobre 61, où on a vu arriver des anonymes. Je n'oublierai jamais ce petit vieux monsieur algérien avec un manteau beige qui prend au moment des questions-réponses le micro et il nous dit écoutez, en face du représentant des droits de l'homme, de Françoise Vergès, etc. C'est très intéressant. Je suis ravi qu'on puisse parler enfin de ça ici parce que ça fait plus de 50 ans qu'on n'en parle pas dans la société française. Moi, je vais vous en parler parce que j'y étais dans la manif. Et il fait une description comme ça pendant 20 minutes. Un autre, il n'y était pas, mais lui a dû reconnaître avec son père, une semaine après, le corps de sa sœur, dans un sac plastique, avec 21 autres corps. Bref. Ou plutôt récemment, donc je saute sur un autre type de colloque qu'on considère aussi très important, c'est l'ouverture d'une parole et d'une réflexion sur la montée des identitaires, sur la manière dont nous allons devoir tous être ensemble, justement, pour travailler contre un mal nouveau, contemporain qui arrive. Voilà, je voudrais juste... Et après, on fera une petite pause de 5-10 minutes pour laisser respirer un peu, puis on prend le temps des questions. On aura une bonne heure, 1h30 s'il faut, pour pouvoir discuter. Moi, je voudrais vous dire comment je lis le partage du sensible. En fait, aujourd'hui, nous avons un grand problème qui est la nécessité de donner accès à ce qui est complexe. On rend les gens idiots aujourd'hui en leur proposant en leur proposant des choses simplificatrices, très simplificatrices. Et je crois que la forme du capitalisme actuel, du spectacle, etc., produit de plus en plus, il convainc les gens qu'ils ne peuvent pas comprendre des choses compliquées. Et nous, les intellectuels qui passons par le langage, quand nous nous exprimons, je crois que c'est compliqué. Quand je suis psychanalyste, je ne suis pas compliqué, en fait, parce que moi, j'ai traité des... Non seulement j'écoute, mais je parle aussi, mais moi, j'ai travaillé avec des concierges, avec femmes analphabètes, quasiment, et qui ont fait un travail merveilleux, parce que je me mets à la portée, et je reçois ce qu'elles disent comme quelque chose qui est très fort. Et à ce moment-là, ces personnes qu'on pourrait prendre pour des simples, eh ben, ils accèdent à la complexité. Et en accédant à la complexité, ils se soignent, en réalité. Et donc, on a un enjeu aujourd'hui, c'est le droit à la complexité. Et on ne peut pas le faire sans les artistes, sans les hommes de l'art, sans les théâtres, le cinéma. C'est pour ça que moi, je suis... en fait, ce que Kader essaie de mettre en jeu, c'est de rendre la complexité accessible. Peut-être pas dans ce film, mais encore que, il faudrait tenter de voir, projeter ce film pour des gens qui ne sont pas des gens qui sont... et voir qu'est-ce qu'ils reçoivent de ça. Pourquoi ? Parce que je crois que le mal qui se présente aujourd'hui, de l'identitaire, du populisme, etc., c'est le mal qui a consisté à convaincre les gens qu'ils ne peuvent pas accéder à la complexité, qu'on ne peut pas leur donner que des choses très simples, et vraiment, on trompe les gens avec la simplicité. Et donc, le partage du sensible, c'est pour moi partager la complexité. Et il faudrait qu'on affirme un droit à la complexité pour tous les êtres humains. Et si on prend un peu de patience et qu'on use des moyens, eh bien, on peut leur donner accès à la complexité. Nous le voyons bien avec des enfants. On arrive à le comprendre, leur faire comprendre des bouts de complexité. Et voilà pourquoi ce partage du sensible, c'est le partage du complexe dans le fait de faire des choses ensemble et d'aller pas à pas. Et ça, c'est l'enjeu majeur pour aujourd'hui, lutter contre ce qui nous arrive et qui va vraiment, qui est déjà arrivé dans certains endroits sur l'identitaire, le populisme, etc., où les solutions simples paraissent... Plus loin que chez nos voisins. Voilà, mais ça va arriver en France, c'est partout. Parce que le mode
du capitalisme aujourd'hui a consisté à produire, alors qu'à une époque, le capitalisme a produit, laissé la place à de la complexité. Nous avons une autre forme de capitalisme qui veut vraiment régler les problèmes très vite, très simplement et rapidement. Et nous avons une tâche donc de nous associer à ceux qui peuvent mettre en scène la complexité d'une manière accessible. Enfin, voilà. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu politique d'aujourd'hui et à venir. Comment on arrête d'être, pardon, je dis ça, arrêter de manier des idées très très abstraites, très belles, etc. Comment est-ce qu'on leur donnait forme de présence, de présentation et de présence, comme par exemple ce qu'a fait Kader sur les masques africains surgis dans les déchets industriels, extraordinaire. Tout à coup, on a vu revenir les masques africains dans ces déchets-là. Comment est-ce qu'on peut mieux dire la puissance de ce que l'art africain a montré que de prendre ces choses-là qui ont été jetées et de les montrer tout à coup. Nous avons la présence. Voilà, c'est des choses comme ça, d'inventions de cette nature-là. Bien, si vous voulez bien prendre place. Je ne sais pas si Kader et Atia et Fethi Benslama qui ont le plaisir de se retrouver, qui sont inséparables. On passe là où il y a des choses que non. Alors, écoutez, on va tout de suite. Marielle, il y a des choses sur lesquelles tu souhaiterais venir? Alors, mesdames et messieurs, il y a des micros, donc on va vous les donner, comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Levent, voilà, qui a levé la main. Derrière Levent, puis qui a levé en premier, puis monsieur après. Voilà, on a une bonne heure devant nous, donc vous inquiétez pas, on est dans le temps de l'échange qui est très important dans nos ateliers. Si ça vous dérange pas de vous présenter juste d'un mot en prenant la parole, comme ça est enregistré, ça permet de situer les paroles. C'est Levent Yilmaz, je suis résident à Limera jusqu'en juillet. Alors, votre film m'a vraiment impressionné, non seulement parce qu'il était vraiment beau, profond, mais avait affaire avec une tradition de l'art. J'ai pensé tout de suite à Shakespeare, à Hamlet. Le fantôme de son père était là pour le déranger, pour déranger tout le monde. Parce qu'il venait, parce qu'il revenait, parce qu'il était... il n'y avait pas de justice vis-à-vis de lui. Il a été arraché violemment, et les choses n'étaient pas réglées clairement. Et ce qui a réglé les choses, c'est un miroir que Hamlet va dresser à l'intérieur même de la pièce, une pièce de théâtre. Donc c'est de l'art, c'est un miroir, et l'art qui va dévoiler la vérité de la chose vis-à-vis des spectateurs. Et je pense que votre film a vraiment fonctionné dans cette tradition et qui m'a vraiment touché. Merci beaucoup. Peut-être une réaction sur Hamlet, le théâtre, parce que bon, plutôt plasticien ou rien, mais c'est pas obligé. Hein, ou Fethi, non? Non, au contraire, on est là pour échanger. Non, mais Hamlet, voilà, la question d'Hamlet, elle est fondamentale. Là aussi, je n'y avais pas pensé, mais je vous remercie pour la référence. J'ai pris note. La question du théâtre, elle est vraiment intéressante sur les thématiques sur lesquelles on a travaillé. Et si je me permets de garder le micro là, c'est qu'il y a une chose que je voulais ajouter tout à l'heure sur la manière dont, justement, les blessures de l'histoire ont été aussi théâtralisées, en fait. Alors, il y a un phénomène qu'on connaît très peu. En Algérie, pendant la période coloniale, la guerre d'Algérie n'a pas duré de 54 à 62. Hein. La guerre d'Algérie a duré 132 ans. Il y a toujours eu des luttes, tout le temps, non-stop. On n'en parlait pas assez. Et il y avait l'administration coloniale, après certaines grandes luttes, attrapé donc les leaders. Moi, je sais très bien, pas loin de chez moi, il y a des gorges très célèbres où on va se recueillir,
où on sait qu'on a jeté là des corps dans le vide, etc. Il y a eu les leaders étaient massacrés dans des actes très sanglants. Mais là où c'est plus important de savoir, c'est que l'administration coloniale procédait à des rituels de reddition, en fait. Donc elle rassemblait sur une grande place tous les habitants qui avaient aidé les rebelles et prenait dans la population des rebelles collaborateurs, en fait, en les mettant à côté d'eux, en disant, voilà, maintenant, vous avez essayé de vous révolter. C'était vraiment une mise en scène théâtrale, en fait. Vous avez essayé de révolter. Les faux rebelles disaient à la population qu'il fallait se soumettre à l'occupant et qu'il fallait accepter, justement, la soumission. Tout ça dans une sorte de théâtralité totalement fausse qui n'avait qu'un seul but, en fait, qui était l'humiliation, en fait. C'est pour ça que cette question de l'humiliation, elle est importante. Voilà. Je vais dire un mot, puisque Anissa Bouayed est dans la salle, qui est historienne et qui était la co-commissaire avec qui on a fait l'exposition le Noir et le Bleu, dans laquelle la dimension algérienne était très présente, avec justement des deux côtés du miroir, puisqu'on avait au milieu de l'allée centrale un miroir. Et en vous écoutant, on a montré des images justement de la théâtralisation, de la reddition du 8 mai 45. Enfin, après le 8 mai 45. Vous savez que c'est là où d'ailleurs on voit que Marseille et Alger sont des villes en miroir mais décalées. Au moment où les troupes algériennes et marocaines qui ont participé à la libération de Marseille défilent sur la Canebière, il y a la répression extrêmement violente. Il y a une centaine d'Européens qui sont tués dans la manifestation, enfin dans les massacres, mais la répression c'est 10 000, 20 000, enfin, c'est énorme. Et dans tout donc à Sétif et à Guelma. Donc effectivement l'idée que la guerre n'a pas cessé. Et donc le 8 mai 45 du côté algérien, ça signifie de l'autre côté du miroir tout autre chose que le symbole de la libération, surtout pour des troupes qui ont participé au combat, notamment Monte Cassino, etc. Et c'est un moment de basculement. Et il se trouve qu'on a trouvé des images sur la plage, de reconstitution de la reddition après une répression mais phénoménale. La vie de Kateb Yassine a changé complètement puisque sa mère en est devenue folle devant les massacres de gens de sa famille. Donc cette violence-là, elle a été transmise. Donc, et je crois que le travail de ce que Ricoeur appelle la politique de la reconnaissance n'a pas encore véritablement eu lieu. Et c'est pas la repentance, justement, c'est de la reconnaissance. C'est-à-dire que, voilà, des faits sont advenus, il faut en parler, et à partir de là, peut-être, on peut passer à autre chose. Enfin, construire ensemble, parce qu'il y a des liens qui sont en même temps très profonds entre la France et l'Algérie, humains, historiques, culturels, économiques, et tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ce nœud-là, on voit bien qu'il n'est pas dénoué et que le jour où il y a eu la tentative d'un accord, d'un traité franco-algérien, d'un projet de traité, les parlementaires n'ont rien fait de mieux que d'introduire dans le projet de loi les bienfaits de la colonisation. Donc évidemment, patatras, je veux dire, le miroir, le miroir, on a lancé une pierre et tout s'est effondré. La parole. Alors il y a monsieur qui a la parole, puis après Christa, puis bonsoir. Bonsoir, Michael Dupérin, donc je suis photographe et critique. Ça s'enchaîne avec ce dont vous parliez à l'instant. Je vais démarrer en racontant une petite histoire. Il y a une quinzaine d'années, un travail m'avait appelé en Algérie. Sur une place à Oran, je vois une plaque où il y a écrit 1954-1962. Alors, je lis pas l'arabe, donc je demande ce qui est écrit. On hésite à me répondre, puis quand je repose la question, on me dit que c'était une prison. À ce moment-là, je suis passé à deux doigts du malaise. Il se trouve que j'ai deux oncles, un côté paternel, un côté maternel, qui étaient appelés pendant la guerre, et qui est remontée une émotion très vive, dont il me semble, à distance, que c'est une espèce de non-dit ou d'impensé de cette violence coloniale
effectivement, qui s'exerçait depuis bien longtemps avant, et que le passeport, qui passe pas, qui est toujours là. Et effectivement, le passé qui passe pas, il revient. Et il me semble qu'il revient ici, je veux dire de ce côté-ci de la Méditerranée. Kader Attia disait qu'il y avait une mélancolie des deux côtés. Je ne sais pas si c'est mélancolie ici. En tout cas, ce qui passe pas, cette espèce de fantôme, de membre fantôme, il me semble que c'est l'Empire. Cet empire colonial dont on n'a pas fait le deuil, effectivement, qui a été perdu, amputé, et qui reste vif. Certains le disent très clairement, en restent nostalgiques, d'autres le vivent sur le mode de la culpabilité, ou peut-être plutôt de la honte. Mais ça reste une histoire embarrassante pour tout le monde. Reste à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Est-ce que ça se répare? Qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage encombrant là? Il y avait effectivement dans votre film deux options, celle de Cyrulnik, donc la culture, il disait pas l'empathie, il disait l'affection. Et l'autre option, moi j'ai retenu qu'il s'agissait de tuer une seconde fois. C'est d'arriver peut-être enfin à perdre. C'est peut-être ça cette chose assez terrible, c'est qu'on ne sait pas perdre. Enfin, que c'est extraordinairement difficile de perdre. Ce qui est justement le problème côté français. Cette guerre gagnée militairement, perdue politiquement, ce bout du territoire perdu. Là. Et alors, revient encore une fois à cette question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment, peut-être, on pourrait arriver à perdre une seconde fois? Comment, enfin, arriver à s'en débarrasser de tout ça? Je parle de manière peut-être un peu décousue. Tout à l'heure, on parlait de fait référence à Narcisse. Il me semble qu'il y a un autre mythe qui, je crois, attrape peut-être un peu mieux ce dont on parle là, c'est celui d'Orphée. Orphée aux enfers, là, qui a perdu justement Eurydice, qui est inconsolable, qui va la chercher aux enfers, qui obtient de la ramener, mais à la condition de ne pas chercher à la voir, de ne pas se retourner, avant qu'il soit revenu au jour. Et évidemment, il se retourne. Et au moment où elle lui apparaît, elle redevient une ombre. Elle retourne chez les morts. Là, il essaye de l'attraper, de s'en saisir. Ce qui fait, c'est peut-être le désir qui anime l'image. Et on peut le lire comme une espèce de deuil mélancolique, où il n'en sort pas, mais on peut aussi se dire que c'est enfin la laisser partir, la perdre une seconde fois, la mettre à une place, à cette place chez les morts, pour pouvoir vivre, que le désir se relance. Ce qui ne dit pas ce que, quand même, très concrètement, moi je reviens avec cette question de la perte de cet empire colonial, comment on pourrait arriver à le perdre une seconde fois? En 1 minute 30, Fethi Benslama. Bon, on peut régler ça même plus vite que ça. Moi, il y a une expression qui est en psychanalyse galvaudée tout le temps, on dit « tuer le mort ». Ça m'a toujours fait rigoler. Parce que c'est déjà très difficile de tuer un vivant, mais tuer un mort, franchement, celui qui est déjà mort, le tuer, très difficile. Non, je crois que le problème de toutes ces... D'abord, par rapport à Hamlet, c'est vraiment... Vous savez qu'Hamlet est beaucoup plus important qu'Oedipe pour la psychanalyse. Parce que dans Hamlet, il y a vraiment écampé
la question la plus importante dans les pertes qui peuvent surgir pour les êtres humains, qui sont du fait de la cruauté de l'autre, plutôt. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un combat et que vous perdez, etc., c'est une chose. Mais quand l'autre, par sa puissance, a été cruel, et qu'en plus, et une des figures de la cruauté, c'est le déni. C'est-à-dire, non seulement je vous ai pas seulement combattu pour vous vaincre, mais j'ai joui de vous mettre vraiment salement, de vous amocher, et j'en ai tiré une jouissance et une gloire de ça. Et ensuite, après, c'est le déni. Donc c'est vraiment là que se posent les choses, que viennent les choses les plus terrifiantes qui font retour et qui, je pense, vont faire venir tous les fantômes vengeurs, l'humiliation dont tu parles. Parce que l'humiliation, on peut avoir été vaincu, mais comme on dit, vaincu dans l'honneur. C'est-à-dire, ce n'est pas déshonorant d'avoir été vaincu. Ce qui est déshonorant, c'est d'avoir subi la cruauté de l'autre et qu'ensuite, il y a eu un déni sur ça. D'où l'importance de la reconnaissance. D'où l'importance de la reconnaissance. Et lorsque on tue des gens comme ça, et puis en même temps on dit, mais non, c'est eux qui sont, c'est la faute à eux. C'est ça ce qui a été fait. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de génocides. Tu veux parler de Gaza ? Je parle de Gaza. Dire, non, c'est de leur faute. Ils ont mérité. Ça, c'est la cruauté. Et là, à ce moment-là, surgissent les choses les plus terribles, c'est-à-dire les fantômes vindicatifs et qui réclament de vengeance. Moi, je pense que perdre ce qui est perdu, c'est une absurdité. C'est une absurdité totale. C'est insupportable. Par contre, je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler des suppléances. Quelque chose est perdu, mais j'essaie de suppléer par quelque chose d'autre qui va me permettre à la fois de savoir qu'il n'y a pas, que ce qui est perdu, mais que je puisse avoir quelque chose d'autre sur lequel je peux m'appuyer, en faire quelque chose. Un supplément. Voilà, un supplément, une suppléance. Et à ce moment-là, peut se produire quelque chose qui apaise ce qui vient comme vindicatif, comme réclamant d'une manière. Et ce sont les suppléances qui nous intéressent. Et c'est pour ça que l'art est une suppléance. C'est un supplément. C'est pas, l'art s'il n'était pas cette suppléance, on ne voit pas comment il pourrait nous amener une forme je dirais pas de guérison, mais de réparation. Et la suppléance, eh bien, c'est la chose la plus importante. Et qui puisse nous arriver quand nous perdons quelque chose, quand nous perdons la raison parfois. On voit bien que des gens, par exemple, et nous avons, enfin, en tout cas de mon expérience comme psychanalyste, c'est que beaucoup de gens ont dans leur vie devraient être fous, auraient dû être fous, mais ils ont réussi à créer une suppléance qui va non seulement les rendre intelligents, mais leur faire produire des œuvres. Et c'est grâce à cette suppléance, et puis un jour, il arrive que cette suppléance ne fonctionne plus, pour X raisons, et là, on voit les gens tomber et ne plus pouvoir se relever. Et on a des exemples, beaucoup d'exemples. Et perdre la suppléance que nous a été donnée, on peut vous donner des noms d'artistes, mais à l'appel, ou des noms de... Mais vraiment, à un moment donné, c'est perdu. Donc c'est les suppléances qui nous permettent de supporter la perte et non pas de reperdre ce qui est déjà perdu. Christa. Oui, ça va. Oui. Merci. J'ai été très très touchée par le film et ça m'a beaucoup fait penser à la question qui est relevée dans le film de réparation et du passage de réparation du niveau individuel au niveau collectif. Et je ne sais pas s'il y a la même résonance en français qu'en anglais avec le mot reparations dans le contexte américain. Mais quand j'ai pensé à Huey Copeland et ce que tu as dit, Kader, au sujet de la réparation irréparable, dans le contexte américain, reparations ou les réparations au niveau collectif, c'est une dette de l'esclavage. C'est comptabilité
sur le plan économique, mais fantastique aussi, de ce passage de l'humain à l'objet. Comment est-ce qu'on peut comptabiliser le passage de l'humain à l'objet, et que pourrait être une réparation pour le fait de l'esclavage. Alors, c'est ce passage de la réparation sur le plan individuel au plan collectif. La question de restitution me paraît vraiment intéressante, surtout vis-à-vis du film lui-même. Est-ce qu'il restitue au plan individuel et au plan collectif, et c'est vis-à-vis de la technologie du miroir, qui est un ajout, qui est aussi une absence. On a parlé de cette illusion de plénitude, mais aussi du dub, qui est un enlèvement, mais qui est aussi quelque chose de positif et de créatif, comme le fantôme, une présence absente, ou une technologie de présencer une absence qui est créative. Et j'ai pensé, au niveau du film, justement, j'ai été très touchée par la représentation du danseur algérien, et par deux autres technologies qu'on n'a pas discutées. L'un, c'est le hors-champ, le fait que c'est le seul à qui on donne voix, qui n'est pas un expert, qui n'est pas un chirurgien ou un docteur, et la façon de l'encadrer dans l'entretien, en fait, pour la plupart du film, on voit par la suite qu'il y a quelque chose qui manque, qu'on n'a pas su, puisqu'on a complété par le hors-champ. On a imaginé le hors-champ qui n'est pas représenté. Et aussi par son anecdote de sa grand-mère qui transmet la culture en cachette, et cette idée de transmission en cachette qui est une restitution justement de ce qui est manqué. Alors, deux autres technologies, une technologie de transmission de culture en cachette, du hors-champ, du dub, du miroir. Et une dernière petite chose à ajouter à ça, et c'est que quand j'ai pensé au dub et justement à cette transmission de culture en cachette, et le film lui-même comme transmission de culture, au concept de Fred Moten, il a un concept du undercommons. Et dans son concept du undercommons, il dit justement qu'il est à la recherche, dans l'histoire de l'esclavage, d'un murmure ou d'un bourdonnement qui est en dessous de la mélodie du sujet souverain. Donc il essaie de trouver justement ce bourdonnement qui est en dessous de la mélodie, qu'on reconnaît toujours. Et c'est une image parfaite du dub, en fait, mais c'est aussi une image assez parfaite de certains processus d'imager et de représentation dans le film lui-même. Donc je voulais ouvrir cette question de restitution et comment la restitution est représentée hors le miroir, mais aussi dans le dub, et aussi dans ta propre approche à l'encadrement des personnes, de leurs histoires, de leurs témoignages aussi. Alors là, je vais reprendre un peu aussi ce qu'avait dit Féti tout à l'heure, qui me semble très important, c'est que le choix que j'ai entrepris avec ce type de film, c'est d'essayer de rendre accessible, en fait, des choses dites complexes, en fait complexes quand même, mais de les rendre accessibles. Et il y a différentes techniques. Il n'y a pas que le danseur amputé, en fait, non expert, qui parle aussi. Il y a le DJ aussi. Et il y a Nidal Boulboul, le palestinien, qui était en fait caméraman et qui a reçu il y a eu un missile qui a été tiré, il a perdu sa jambe. Donc, et j'avais aussi interviewé les femmes allemandes, notamment cette vieille dame, mais après ça devenait trop long et je les ai fait travailler sur un autre film. Ce que je voulais dire et qui me semble important sur la restitution, c'est que ça serait très présomptueux de ma part de dire que je peux restituer, parce qu'on n'y arrive jamais. Mais par contre, le chemin que j'entreprends vraiment, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le piège de la parole autoritaire, en fait, des universitaires, en fait, si je puis me permettre, ici. C'est essayer et pas non plus tomber dans une vulgarisation, bien sûr. Et c'est pour cela que quand un chirurgien parle de dub, ou dans un autre film, lorsqu'un imam parle de folie, par exemple, dans Les Oxymores de la raison, pour moi, il parle vraiment de folie, pas de. Il explique à un moment donné
que dans le Coran, les djinns, les esprits qui possèdent existent, mais il fait bien la distinction. Enfin, excusez-moi de m'égarer, mais pour répondre à votre question, si je peux me permettre, c'est ça, essayer de restituer en donnant la parole à des individus qui ont pas forcément qui ont des choses extrêmement intéressantes à apporter, mais pas en tant que spécialistes en fait. C'est-à-dire qu'ils sont spécialistes dans leur domaine. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Fethi, par exemple, c'est que on entre aussi dans une histoire de la pensée en fait. On est aussi on ne parle pas que de psychanalyse, on parle aussi beaucoup de l'histoire. Par exemple, ce qu'il dit sur l'Empire ottoman et le récit de la catastrophe, c'est quelque chose qu'un historien comme Foucault pourrait dire, par exemple. Et ça me paraît important parce que je crois que on n'a pas idée à quel point nous sommes l'objet d'un grand récit hégémonique, en fait. Tout à l'heure, on parlait de l'imaginaire. Moi, je crois qu'un des enjeux, là aussi, les plus importants aujourd'hui, par rapport notamment aux gens aux pays, aux cultures qui ont connu la colonisation, soit en tant qu'occupants, soit en tant que colonisés, c'est de décoloniser les imaginaires, en fait. C'est ce que j'enseigne aux étudiants au Sénégal, à Alger, aux Beaux-Arts. C'est d'être capable, à un moment donné, d'en finir avec l'orientalisme. Autre miroir, d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est restituer à travers l'accessibilité et aussi la nécessité vraiment de décoloniser les imaginaires, de travailler avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'il y a tout ce côté bricolage aussi. J'ai pas voulu faire quelque chose finalement, c'est très simple en fait comme principe. On le découvre à la fin, quoi. Oui, ben je crois que Kader vient de répondre à la question que j'allais poser, parce qu'en effet, j'ai revu avec plaisir ce film et j'étais un peu inquiète de ce partage, puisqu'on a parlé du partage sensible entre ceux qui parlent et ceux qui sont sans voix, et même avec le risque presque d'objectifier ces corps sans parole, qui deviennent l'objet du discours de ceux qui parlent. Et donc, j'étais contente de voir en effet certaines figures qui occupent les deux rôles. Et c'était ça ma question, de savoir comment justement éviter ce piège du partage, de la division entre ceux qui parlent et ceux qui sont sans voix. C'est très juste, notamment. Moi, il y a, par exemple, le fait que Nidal Boulboul, le Palestinien, apparaisse une fois. C'est pas parce qu'il est seulement palestinien et qu'il a vécu ce trauma, c'est qu'il explique en fait comment, quand il dit "dying is very easy", mourir est très facile. Il nous touche tous en fait, puisque on n'est pas heureusement sous l'occupation, mais on a tous on a tous été confrontés à ces douleurs en fait, en tout cas à des questions d'ordre de prise de choix par rapport à son existence, à des degrés différents bien sûr. C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, hein, vraiment, quand il dit mourir est très facile. On n'est peut-être pas égaux, il le dit d'ailleurs, mais moi j'ai choisi d'aller au-delà de mon trauma en fait. Et en plus elle m'a beaucoup touché parce qu'il est caméraman, hein, donc dès lors qu'il a été blessé, il a aussi perdu sa passion en fait. Il a ouvert ce petit café que vous voyez à Berlin, qui est très bien, mais il ne peut plus aujourd'hui filmer à Gaza ce qu'il faisait. Je me permets de poser la question un peu simple. Je suis prof à l'école des Beaux-Arts, donc je pose des questions bêtes exprès. Est-ce qu'il y a eu à un moment la possibilité justement de filmer ceux qui parlent dans des positions de non-parole? Il faudrait demander à Fethi s'il accepterait. Non, en fait, non. Je passe mon temps à ne pas parler. Moi, je suis psychanalyste. C'est une très bonne question, parce que là, je suis très bavard, vous voyez bien, mais comment accueillir quelque chose de l'autre si on ne se tait pas à un moment? Et je crois que c'est une des manières de recevoir, même si... Et recevoir inconditionnellement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recuser, lui dire « Ah non, je ne veux pas entendre parler de ça ». Donc accepter d'une manière inconditionnelle ce que l'autre va dire.
Dire, pas faire, mais dire. Et ça, c'est la première et la plus grande hospitalité qu'on peut avoir et premier geste de reconnaissance. Parce que si vous commencez à trier, à lui dire non, ce que vous dites là, ça va pas, etc., il y a là un refus, mais très violent. C'est un déni, là, très, très, très grand. Et donc, la règle, en tout cas, la règle de mon métier, c'est que quelqu'un va vous dire quelque chose, eh bien, d'abord, vous vous taisez, et puis vous le laissez parler, et même si ce qu'il va dire, et c'est de l'horreur, et parfois, ça arrive qu'il y ait vraiment de l'horreur, eh bien, là, c'est la première chose qui est donc, ce que vous dites est absolument essentiel. Et vous savez que beaucoup d'artistes sont aussi très mutiques, et quand ils parlent, d'ailleurs, pas Kader, parce que Kader, il est biphase, Kader. Il peut parler, mais je pense que dans beaucoup de moments, il se tait. Il y a une chose que je voulais juste dire à un moment donné, tu as parlé du bricolage. Il y a un des plus grands livres de Lévi-Strauss qu'il va falloir un jour reprendre et retravailler. C'est un livre qu'il appelait La pensée sauvage. Et je crois qu'on a besoin de reprendre ce livre parce qu'il dit quelque chose, une autre façon de penser que de penser par l'abstraction, par l'égrenage de concepts qui se suivent les uns aux autres. Et pour moi, c'est peut-être le plus grand livre de Lévi-Strauss parce qu'il a mis le doigt sur un mode de lire, de manier le monde, etc., qui, je crois, a été très vite. Ce livre, on n'entend plus parler de la pensée sauvage. Il l'a appelé sauvage, d'ailleurs, je crois que ce n'est pas un très bon titre, parce que ce n'est pas si sauvage que ça. Au contraire, même, je pense que c'est la pensée la plus, justement, accessible à chacun. Et elle passe par des maniements, par ce que tu appelais le bricolage, etc. Voilà, bon, moi, je travailler ce livre à nouveau pour donner toute sa place à d'autres modes de partage. Monsieur ? Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et moi, je voulais revenir sur... alors, je suis chercheur de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. J'ai travaillé beaucoup en Amérique latine et je travaille depuis très peu de temps sur l'Algérie. Mais je voulais revenir sur deux points. Déjà, cette notion d'amputation et du passé colonial. Il est important de faire des métaphores, mais de ne pas les pousser non plus trop loin, parce qu'on a l'impression qu'un corps social amputé est l'identique à un corps social, à un corps humain dans toutes ses dimensions. Alors qu'un corps social, il est très hétérogène et il n'a pas du tout cette homogénéité du corps de l'individu, personne humaine. Et c'est très différent dans la réparation. Peut-être que le corps social tel qu'on l'imagine aujourd'hui, il est plus ressemblant à une pieuvre sur des schémas à la Deleuze qu'à celui d'un être humain. Et une pieuvre, comme beaucoup de corps de céphalopodes, peuvent aussi recroître, développer des tentacules nouveaux, tout à fait inédits, et réparer. Bon, la deuxième chose, c'est que il y avait dans votre film un aspect très intéressant, c'est ce que mentionne ce thérapeute qui dit « Vous ne serez plus jamais les mêmes après la coupure, la rupture, le traumatisme, et vous serez autre chose et que ce sera peut-être encore mieux. » quoi. Et ça rejoint ce qu'on disait à propos de l'imagination et puis de l'impossibilité de réparer. Quand on a, dans le transgénérationnel, moi je ne peux pas réparer ce que mes grands-parents coloniaux ont pu faire. Alors, ça nous renvoie à la projection vers le futur plutôt et à l'imagination, donc la reconstruction par l'imagination, au lieu de cultiver le passé. Je crois qu'on est là dans une attitude qui est très différente et qui n'absout pas du tout l'histoire. Betty, peut-être qu'elle moi, j'ai envie de vous dire, parce que là, vous avez amené quelque chose qui méritait une discussion sur qu'est-ce qu'un corps. Le corps, c'est pas l'organisme. Il y a l'organisme sur lequel le biologiste peut parler, sur lequel le médecin peut opérer. Nous avons des organes, etc. Mais le corps, ce n'est pas qu'un organe.
Le corps, c'est un lien entre justement l'organe et la parole, et ça construit un corps. D'ailleurs, le mot français de corps, corpse, ça veut dire le cadavre initialement. Donc c'est très étrange que pour désigner ce que nous appelons le corps, la langue ait recouru au terme qui désigne anciennement le cadavre. Très bizarre, quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains ne vivent pas avec des organismes, mais qui vivent avec des métaphores. Des métaphores qui font qu'ils ont affaire à un autre corps construit par le langage, et ça s'appelle corps. Et l'organisme, c'est autre chose. Et que donc, quand on parle d'amputation, il peut y avoir une amputation corporelle qui n'est pas celle de l'organisme et qui fait souffrir néanmoins. Et c'est ça, je crois que là, c'est-à-dire que le monde positiviste, dans lequel nous sommes de plus en plus, veut nous faire croire que notre corps est l'organisme. Or, notre corps n'est pas un organisme, c'est quelque chose encore de plus. Oui, non, c'est un texte dont je parle toujours, mais Bras cassés de Henri Michaud parle de ça. Il y a le moment où il se casse le bras, où il éprouve la douleur du bras qui n'est plus capable de geste. Il décrit la façon dont son bras douloureux devient maillon d'une chaîne à bateau, bahut de campagne si lourd qui pend au bout de son bras, etc. Et effectivement, le corps, là, n'est pas l'organisme, c'est la capacité à habiter une portion d'espace-temps. Et enfin, c'est un texte considérable, je pense, pour le... Je te remercie de me l'avoir... je ne connaissais pas ce texte. Je te remercie de l'avoir évoqué. Hein. Moi, je rejoins à la fois Féti et en même temps, moi je ne suis pas psychanalyste, je fais un travail de l'ordre du sensible et de l'émotion. Je crois que tu n'es pas psychanalyste. de l'émotion en fait. Je travaille sur le je crois beaucoup au champ de l'émotion en fait. Et quand vous rencontrez des personnes de générations différentes, d'âge, de cultures différentes, d'histoires différentes, qui vous disent tous « Ah, j'ai visité ton exposition », c'est étrange, on est pris par... On regarde des collages, des machins, on aime certaines œuvres, d'autres on passe devant, mais on est intrigué par cette odeur, en fait. Et à la fin, donc après 1 heure de visite, 1 heure et demie, on découvre cette bétonnière qui brasse ses clous de girofle. On a là vraiment, pour tous, aussi différents étaient-ils, tous les témoignages que j'ai reçus, quelque chose qui relève quand même d'un corps, en tout cas commun, émotionnel, sensible, auquel justement peut-être l'œuvre d'art aide, ou en tout cas aide. Alors, peut-être que ce corps en question, ce corps métaphorique, il n'est pas permanent, il est peut-être temporaire, il est peut-être lié justement à des moments, Aristote a appelé ça la catharsis. Pourquoi on va au théâtre? Je veux dire, à un moment donné, on forme ensemble une purification de l'âme et de l'esprit. Mais moi, ce qui me semble vraiment important, c'est pour ça que je m'intéresse aux gens et à leurs témoignages, et je vous remercie vraiment pour cette remarque, parce qu'elle va me faire travailler. Je vais en retour vous parler d'une remarque qui est venue après en fait ce film, d'une professionnelle de ce qu'on appelle la réflexologie en fait, qui a eu un jour une personne qui vient la voir pour une séance, et quand la personne se déshabille dans le cabinet, elle voit qu'elle est amputée. Et elle lui dit, mais donc mettez-vous là, pensant qu'elle allait devoir intervenir sur le membre restant. Et l'autre lui dit, non, j'ai très très mal là, je sens. Elle lui décrit tout son membre qui n'est pas là. Et cette personne qui pratique la réflexologie pendant 45 minutes a appuyé dans le vide, a soulagé cette personne, cette patiente, qui est revenue. Ça a duré comme ça pendant 4 mois à peu près. Donc c'est là où je crois quand même, comme tu dis Féti, que évidemment, alors il y a le corps organique qu'on connaît biologique, mais il y a aussi il y a aussi ce corps en fait étendu en fait, qui peut-être en tant qu'artiste me semble beaucoup plus clair, parce que quand vous êtes confronté notamment à l'espace d'exposition,
intérieur ou extérieur, vous vous rendez bien compte que le spectateur ne regarde pas avec les yeux, en fait. Il regarde aussi avec son corps. Il traverse les espaces avec son corps. Dans la dernière exposition, j'ai installé totalement au coin d'une pièce dont on entre en fait par la gauche, un plateau avec de la menthe, beaucoup de menthe, et une petite montagne de piment rouge au milieu. Et vous êtes en fait attiré au premier abord par une masse verte, parce que vous ne voyez pas la menthe rouge, le piment rouge. Puis tout d'un coup, il y a ce point rouge qui vous attire. Et lorsque vous arrivez devant cet objet, vous tournez la tête pour rejoindre la salle. Et en fait, comme vous êtes à l'angle du mur, vous levez la tête et le mur que vous voyez en perspective, en fait, est constellé de galettes des Aurès, en fait, de pains des Aurès qui sont insérés dans le mur. Lorsque vous passez devant, vous les voyez pas parce que vous les avez dans l'axe. Lorsque vous voyez de côté, vous avez donc ça. Donc on en revient en fait à Merleau-Ponty, la phénoménologie de la perception, c'est-à-dire que le corps, à un moment donné, agit, mais c'est pas un corps organique qui agit, c'est un corps sollicité dans une grammaire, en fait dans une trame en fait. Et c'est pour ça que je dis que je suis tout à fait conscient de votre remarque qu'il faut faire attention avec certaines métaphores. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été voir des intellectuels de culture et aussi de disciplines différentes. Mais force est de constater que toute la psyché humaine et toute la politique, la rhétorique de la politique humaine s'appuie sur cette notion d'un corps social, en fait. Je pense que ça a touché effectivement une des questions les plus sensibles, le dénivelé entre la dimension, je dirais, individuelle et la dimension collective. Et le film traverse ces deux questions et joue avec, et laisse, je dirais, c'est, pour reprendre Ricoeur, une métaphore vive, ça laisse les choses ouvertes. Et je crois que la distinction que proposait Fethi Benslama entre l'organisme et le corps ouvre peut-être des perspectives qui sont un peu différentes de celles qu'effectivement on a l'habitude en sciences humaines et sociales, avec ce dénivelé-là, a priori, on ne doit pas le faire. Hein. Je veux dire, c'est pas... en termes de bonne méthodologie, il faut pas sauter comme ça, effectivement, il faut être prudent. Et puis, on se rend compte, effectivement, quand la dimension artistique peut peut-être permettre ou littéraire, de la mise en récit, peut-être permettre de passer de l'un à l'autre, sans les confondre, parce qu'il y a des dénivelés, mais quand même. Et je crois que c'est là où l'ouverture, enfin, ce que rend visible cette part, cet angle mort qu'on n'arrive pas à saisir, que rend visible la dimension artistique par rapport à la connaissance, c'est justement de sortir une vision, je dirais, épistémologique, positiviste, classique, mais et de se laisser saisir dans ce que Lévi-Strauss appelait la pensée sauvage, tout en gardant évidemment des réflexes méthodologiques, mais quand même en essayant d'ouvrir d'autres paradigmes. Et c'est peut-être là où, justement, ce croisement qu'on essaie de faire dans cet atelier de recherche, avec la dimension littéraire, avec la dimension artistique, ce qu'on essaie de faire à l'IMERA sur l'interdisciplinarité, c'est bien ça. C'est de dire, mais attention, il y a des focales, en les croisant, ça ouvre le regard et ça permet de poser les choses autrement. Je pense que c'est aussi ça, le travail. On dit qu'on fait un atelier de recherche, c'est bien ça le chantier, c'est que les formes construites, on le disait tout à l'heure, habituelles en tout cas des sciences humaines et sociales, on les sent quand même un peu épuisées. Et elles ont besoin sans doute de se recharger d'autres choses. C'est pour ça que la présence d'une œuvre artistique, elle n'est pas vaine. Hein. On sait bien qu'il y a un art contemporain et qu'il y a des choses vaines. Mais là, on touche à quelque chose qui nous bouleverse et qui ouvre à des espaces de pensée qui sont inattendus. En tout cas, quand on voit la première fois le film et la deuxième fois, et c'est la propre d'une œuvre, plus on la voit, plus c'est riche. Je crois que ça a lieu d'être. Voilà. Il me semble que c'est quelque chose de cet ordre. Est-ce que tu t'es aperçu que tu as dit l'art contemporain? Oui. J'ai fait exprès. Oui, j'ai fait exprès. C'est justement la différence entre l'art contemporain et l'art contemporain. Et on a beaucoup d'art contemporain qui vaut très cher, en général. D'ailleurs, c'est celui qui fait l'objet des spéculations. Clémentine Mas. Tout ce qu'on parle m'a fait penser à une
chose. L'amputation peut être invisible. Voilà. Qui m'a fait penser au récit formidable de cette avocate Fethi Çetin, qui a 60 ans, qui était l'avocate de Hrant Dink, qui a été assassiné, et qui découvre, à 60 ans, sa grand-mère qui tombe malade, Alzheimer, et qui commence à parler l'arménien. Elle était une rescapée du génocide. Voilà. Pendant toute leur vie, ils ont vécu comme si c'était une famille proprement turque. Voilà. Formidable. Et que cette grand-mère qui commence, à un moment donné, par sa maladie même, redécouvre cette identité qu'elle a pu sauver dans cette inconscience de son mémoire. Voilà. Non, mais un jour, il faut que je vous raconte comment quelqu'un que j'ai rencontré a déliré à partir d'une opération de l'appendicite. Ça, je ne l'ai pas raconté. Petite opération, on lui a enlevé l'appendicite. Et ça, vraiment... C'était un chat. Non, mais c'est un nom. Non, mais je veux dire que... L'appendicite, voilà. C'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Et le délire qu'il a fait est d'une très grande richesse, et ça a transformé... Enfin, il a fait un épisode quand même où... Bon, mais je crois qu'il y a de ce qu'on appelle perdre quelque chose. Il y a la douleur de la perte, etc., de ce que peut représenter, mais la perte aussi fait entrer dans un autre monde qui n'est plus du tout pareil. Et c'est ça qui est la chose la plus difficile et la plus importante en même temps. Songez du fait de perdre, par exemple, ses parents, son père, sa mère, etc., l'état d'orphelin dans lequel on peut se sentir nous ouvre un rapport au monde dans lequel la protection qui a été, ils ont représenté, a été très importante pour nous, mais elle peut être aussi un soulagement en même temps. Un soulagement parce qu'on n'est plus l'enfant de quelqu'un. Et à ce moment-là, peut-être c'est le moment où on peut être le père de ses enfants correctement. On n'est plus un fils ou une fille d'eux, parce que ça a empêché quelque chose. Donc il y a aussi dans la perte quelque chose qui peut, et c'est peut-être une des voies possibles lorsqu'il y a de la reconnaissance, etc., que la perte ouvre un monde nouveau. Non, un petit verre, pas, mais un verre de Rilke. Perdre aussi nous appartient. Perdre aussi nous appartient. Et on possède sa perte. Quand on perd quelque chose, on possède sa perte. Et c'est le chat qui est rentré là. Ah, pardon, parce que j'ai vu un chat tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a un échange merveilleux de Rilke avec le tout jeune Balthus, enfant. Oui, il avait 7 ans. Il échangeait des lettres avec Rilke et il y a des lettres de consolation où Rilke répond à l'enfant Balthus qui lui explique qu'il a perdu son chat. Et il y a une forte réflexion sur la perte et sur le fait qu'on possède sa perte. Ouais. Perdre aussi nous appartient. Voilà une belle clôture de cette rencontre. Merci de votre écoute, de ce moment à partager. Bonsoir.